Bonsoir, merci d'être là, si nombreux avec nous. Je vais commencer par présenter assez succinctement nos deux invités. Jean-Christophe Monnier, donc, qui est ici parce qu'il est Grand Prix Topfer cette année. Pour ne pas le présenter, il est auteur, éditeur, on le connaît pour être le fondateur de la maison d'édition L'Association, un des fondateurs historiques, parmi d'autres, parce que c'est justement un projet collectif, et auteur de bandes dessinées, de nombreuses bandes dessinées, avec des approches assez diverses qui vont de la chronique musicale, on va dire, jusqu'à des récits beaucoup plus fictionnels, en passant par la page très importante dans son œuvre de l'autobiographie, mais justement on va parler de tous ces aspects-là qui sont plus des aspects d'auteur, et puis justement l'édition qui aussi parcourt tout ce cheminement depuis très longtemps maintenant. Et puis à sa droite, Yanis Lamaka, qui est le fondateur du collectif et maison d'édition Hécatombe, maison d'édition et collectif genevois, qui opère dans évidemment l'édition, mais aussi des approches plus expérimentales, à savoir musicales, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure avec ce programme de partition dessinée, et puis plus récemment avec le collectif, c'est ça, RVB, je ne sais pas si la collection RVB, pardon, qui s'intéresse à l'édition numérique, donc des enjeux de lecture, proposition de lecture sur écran, donc avec des nouvelles approches. Voilà. Ces deux-là ont en commun d'être personnellement, donc dans des collectifs, mais d'être personnellement auteur et éditeur à la fois, et de partager du coup un quotidien qui est similaire certainement par bien des aspects, et divergent aussi parce que chacun a sa pratique et a sa façon de faire, et c'est un peu ce qui nous amène à les réunir ce soir, à savoir comment mener dans une seule vie deux carrières qui ont des similitudes, mais qui ont aussi beaucoup de différences, et qui prennent un temps qui n'est pas incompressible évidemment, et comment gérer cette double casquette, auteur et éditeur, le mieux possible. Je vais peut-être passer la parole à Jean-Christophe et à Yanis pour qu'on commence à évoquer justement cette difficulté et richesse d'être auteur et éditeur. Peut-être qu'on va pouvoir aborder un peu ce que c'est au quotidien, par exemple. Ah, vas-y. Oh non, mince. Oui, comment dire, je me rends compte que c'est pas si fréquent que ça de faire à la fois l'auteur et l'éditeur, que finalement on est assez peu. Je crois même que je me sentais assez seul il y a quelque temps, et que j'étais rejoint par des plus jeunes camarades qui font les deux aussi. Mais la première vague des éditeurs indépendants, comme on les a appelés, ou alternatifs, comme je préfère les appeler, des années 90, c'était en général formé par des auteurs. Donc que ce soit le collectif Frigo à Bruxelles, ou Ego Comics à Angoulême, ou encore Amok en banlieue parisienne. La 5e couche également à Bruxelles, étaient tous fondés par des auteurs. Et je crois que c'était une des grandes différences entre ces maisons d'édition qui se créaient, et puis le contexte
où l'édition était aux mains on va dire de commerciaux et de gens du marketing où on n'avait pas une grande connaissance et sensibilité d'auteur. Et je crois que ce qui a fait une des richesses de cette vague de nouveaux jeunes éditeurs à l'époque, c'était le fait qu'on était des auteurs et on trouvait aussi des équivalents dans d'autres pays, en Espagne, en Scandinavie, aux États-Unis. On avait aussi des collectifs d'auteurs-éditeurs. Alors, en ce qui me concerne, j'avais toujours oscillé un peu entre les deux. Donc, c'est compliqué pour moi de définir ça de manière rationnelle en disant oui, je fais comme ci parce que ça, j'articule ci, j'articule ça. J'ai toujours fait un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ma première publication c'était un fanzine, mais c'était auto-publié. Donc j'étais mon propre éditeur avec la première chose que j'ai publiée à l'âge de 17 ans. Donc ça a toujours été très très lié, quoi. Et finalement, même si je remonte plus loin dans le passé quand j'étais gamin, je jouais à l'éditeur tout seul en faisant des petites revues, en singeant les façons de maqueter, d'éditer en fait, en inventant des pseudonymes, en mettant le nom d'un éditeur. Enfin, bon, voilà. Je jouais déjà à l'éditeur comme certains jouaient à la dinette. Du coup, pour moi, ça s'est toujours un peu mélangé, ça a toujours été les deux faces d'une même activité, d'une même passion, on peut dire, qui s'équilibre. Donc, grosso modo, on peut dire que l'activité d'auteur est quand même solitaire, elle réclame une espèce de temps de création qui doit être un peu une sorte de lenteur, quoi, alors que forcément le métier d'éditeur, on a affaire à d'autres personnes, on a affaire à bon, déjà, si on est dans un collectif, on a ses collègues, mais on a aussi affaire à des imprimeurs, on a affaire à un diffuseur, on a affaire à des journalistes, à des acheteurs aussi. Si on contrôle un peu toute la chaîne, je pense qu'on va parler de ça, ça fait partie des motivations, je pense, d'être à la fois un auteur et un éditeur, c'est de couvrir un peu tout le parcours de l'objet livre, de la conception à la rencontre avec son lecteur. Et bien sûr, c'est des aspects qui réclament des choses différentes d'une seule personne, donc c'est assez compliqué de passer de la nécessité, concentration pour faire un travail artistique, à l'action finalement que requiert l'activité d'éditeur, souvent sur plusieurs fronts à la fois, passer son temps à faire des mails, des coups de fil pour faire exister quelque chose, avec des complications techniques, des choses comme ça. Donc finalement, je pense qu'on va en parler assez vite avec Yanis, l'activité d'éditeur finalement risque souvent de bouffer l'activité de l'auteur. Donc quand on fait les deux, c'est souvent l'activité d'auteur qui risque d'être sacrifiée. Peut-être que tu peux rebondir là-dessus. Complètement, ouais, c'est un bon départ. Mais ouais, pour revenir sur la question du quotidien, moi j'ai l'impression que ce qui différencie vraiment les deux approches, c'est que dans l'approche de l'éditeur, en fait, le quotidien, c'est d'écrire des mails, d'organiser des choses et de prévoir des choses sur un très long terme en général, parce que rien que pour annoncer la sortie d'un livre, c'est 5 mois à l'avance, puis après, si on suit l'auteur en amont, assez vite, ça nous envoie dans des situations où on a un planning, où on sait déjà ce qu'on va faire dans un an ou dans un an et demi. En tout cas, dans mon cas, ça m'arrive, quoi. Et donc là, on a une approche où on est vraiment en train de réfléchir à plein de choses, de gérer plein de trucs en même temps, et puis d'essayer de penser à tout en même temps et puis de résoudre les problèmes. En fait, c'est vraiment une position où on est tout le temps en train de résoudre des problèmes très techniques et très concrets, alors que la création, à l'inverse,
en tout cas moi j'ai besoin de longs moments de vide total où je sais pas ce que je vais faire pendant une semaine pour me perdre, réfléchir à des trucs, tout d'un coup il y a une idée qui apparaît et tout. Et donc, ouais, de jongler entre les deux, enfin ça demande presque des états d'esprit diamétralement opposés, les deux pratiques. Bon là j'ai grossi un peu les traits, c'est peut-être pas aussi extrême que ça, mais il y a quand même un petit peu quelque chose comme ça. Et moi j'ai essayé plein de techniques, et à un moment je me suis rendu compte que j'arrivais pas du tout, que l'aspect éditeur avait complètement bouffé le reste de mon travail. Du coup j'ai pris une mesure radicale, j'ai annoncé à mes collègues d'Hécatombe que je quittais le collectif, que j'arrêtais de faire d'édition, que c'était terminé, je me suis cassé, et puis du coup ça m'a permis d'avancer vraiment pendant un an sur un livre, et après au bout d'un an j'ai fait oui en fait je reviens, je vais faire des trucs, et puis, mais vraiment c'était aussi une façon pour moi de clairement stopper et de vraiment pouvoir me concentrer sur autre chose, et ça je m'en suis rendu compte après l'avoir fait. Et du coup là maintenant ce que j'essaye comme nouvelle méthode c'est que je vais avoir 4 mois dans l'année. Alors donc là actuellement en tant qu'éditeur ce dont je m'occupe vraiment prioritairement c'est la collection RVB qui est un peu le projet que je mène avec Hécatombe en ce moment, donc qui est une sorte de maison d'édition dans la maison d'édition, et avec laquelle j'ai envie de développer un catalogue entièrement numérique en réfléchissant à comment tu édites des objets pour l'écran, comment tu utilises l'écran pour faire une bande dessinée, et puis comment tu utilises la bande dessinée en sachant que c'est sur un écran, etc. Et donc voilà, je vais faire que ça, mais en répartissant mon temps, je vais avoir 2 mois en début d'année, milieu d'année pour travailler dessus à plein temps, où je fais que ça, et puis 2 mois en courant d'année, enfin avant la rentrée, où je vais faire que ça, et puis le reste du temps, je garde juste 4 heures par semaine. Voilà. C'est un truc que je vais essayer de faire comme façon de s'organiser pour vraiment séparer les deux trucs. Voilà. Là, c'est des routines, on va dire, d'éditeurs et d'auteurs assez rodés, mais à l'origine, je crois savoir que dans le cas de figure de Jean-Christophe, c'était un peu une nécessité d'éditer aussi, qu'il y avait peut-être une urgence à pouvoir sortir des livres qui n'existaient pas et qui demandaient à vivre. Est-ce qu'à l'origine, cette envie d'éditer, c'était plus une envie ou quelque chose de vraiment vital au sens symbolique, mais je sais pas, effectivement, on peut se poser la question de la nécessité, puisque je fais mon premier fanzine, je suis très jeune, avec mon camarade de lycée qui fait de la bande dessinée aussi, mais qui très vite va s'aiguiller vers la musique, et puis on est les cancres du fond de la classe, et puis on décide de faire un fanzine, parce que aussi on a été refusé chez Flux Glacial, parce qu'on était trop jeunes et pas assez bons. Donc peut-être aussi que si Flux Glacial nous avait accepté, le problème de l'édition ne serait même pas posé. C'est une revanche. Comment ? C'est une sorte de revanche. Ben, oui, quelque part. Alors, est-ce que c'est uniquement une revanche, puisque très vite je me suis rendu compte que j'aimais ça, que j'avais envie de progresser dans ce fanzine qui était une revue. Effectivement, il y a un progrès entre les deux premiers qui sont très potaches, lycéens, pas très bien fichus, très dispensables. Et puis, avec l'arrivée d'autres personnes, puisque c'est l'époque des fanzines, il n'y a pas Internet, les jeunes auteurs ont besoin de support et donc cherchent à publier dans les fanzines, et donc il y a des rencontres et il y a un désir d'amélioration. Donc je rencontre Matt Canture, je rencontre Stanislas, et ça oriente le fanzine vers d'autres ambitions, et puis ça progresse, et puis finalement on a une bourse, et puis le numéro 6 et 7 sont cartonnés, on publie des gens beaucoup plus connus que nous, comme Dupéry,
P. Berberian, Placide, les gens d'Elles sont de sortie, Weissmuller, Pierre Ouin, des gens qui publiaient dans Métal Hurlant à l'époque. Donc on part d'un petit fanzine lycéen à quelque chose qui a déjà une certaine qualité, peut-être. En tout cas, le dernier numéro, oui. Et puis après, il y a le désir de faire des livres, et donc là, ça va se concrétiser avec l'association. Et puis, il y a le désir de créer une revue ou des livres qui soient nouveaux, qui amènent quelque chose de neuf dans le paysage. Alors peut-être que tout ça, c'est du fait qu'on ne nous a pas accordé une place dans un contexte éditorial où on était trop différents, où on était de trop, parce que bon, si au début on était encore médiocre, très vite on arrive à la fin des années 80 avec des gens comme Stanislas, David B, et puis on se rend compte que bon, on n'est pas si nul que ça, et que finalement il y a peut-être un problème aussi du côté des éditeurs installés qui sont très frileux, qui veulent entre 86 et 90, vraiment, le contexte est très frileux, les éditeurs ne veulent pas prendre de risques, donc on nous dit, si vous voulez qu'on vous publie, trouvez un personnage, faites du western, de la science-fiction, mais il faut que ça puisse rentrer dans une case bien connue, dans une catégorie, qu'on puisse dire au libraire, c'est pour les 13 ans, c'est de la SF, ou je sais pas quoi, enfin c'était extrêmement formaté, et on commençait les uns et les autres, autour de moi, à avoir des envies qui ne rentraient pas dans ce formatage du tout. On commençait à parler d'autobiographie, de se pencher sur la vraie vie, de se dire la bande dessinée est un langage formidable, on peut parler de tout avec ça, on peut même aller jusqu'à envisager de faire de la poésie avec la bande dessinée, on peut faire de l'expérimentation, de la bande dessinée sous contrainte comme Loulipo le fait avec la littérature, donc il y avait toutes ces idées-là qui n'avaient absolument pas leur place dans le grand contexte éditorial de l'époque. Il n'y a que Futuropolis qui était présent pour relayer un petit peu ça, mais qui ne pouvait pas non plus prendre toute cette ambition en charge. Donc il y a une collection de jeunes auteurs à Futuropolis, on en fait presque tous un ou deux, ça s'appelait la collection X, c'était en format à l'italienne, et puis Étienne Robial de Futuropolis se tourne vers moi pour me confier une revue, parce que j'avais déjà fait ça dans le passé, et puis il a testé un peu les jeunes auteurs de la collection X, et tout le monde lui a dit « Oh, nous on ne sait pas faire ça, il faut demander à Menu, lui il sait faire ça. » Bon. Et c'est comme ça que je me retrouve dans le bureau de Robial, qui me dit « Bon, mais les auteurs X, là, ils vont tous à l'écho des savanes pour gagner leur croûte, ça m'emmerde, parce que l'écho des savanes c'est pas bien, on va faire une revue en interne pour garder l'équipe qui a fait des X, etc. » Ce qui est tout à fait une bonne idée. En même temps, il n'y a pas de sous, donc il faut faire une revue, alors que Futuropolis était chez Gallimard, donc très vite, c'est se retrouver entre le marteau et l'enclume. Donc d'une part, les auteurs disent « Bon sang, on est chez Gallimard, on n'a pas de fric, c'est pas normal. » Et puis le Futuro qui dit « Gallimard ne veut pas payer, donc c'est ça ou rien. » Bon, alors on se retrouve comme ça à faire une revue qui s'appelle Labo et qui sort en janvier 1990 avec une expo à Angoulême, tout ça, mais qui ne peut pas continuer sur des bases comme celle-là, et donc très vite, le petit groupe qui est responsable de ce collectif Labo décide de se prendre en main, et puis on va créer l'association. Et là, on se tourne aussi vers moi, puisque c'est moi qui sais parler aux imprimeurs, c'est moi qui sais combien ça coûte de tel papier, c'est moi qui sais, il y a un cahier de comptabilité, bon c'est comme ça qu'on se retrouve éditeur, quoi. Je sais pas si ça s'est passé comme ça pour toi. Ouais, moi pour revenir un peu sur le tout début de... En fait, quand j'étais vraiment petit, dès que j'ai commencé à faire de la bande dessinée, et je me rappelle le premier truc que j'ai fait, je dois avoir 6 ans, je l'ai retrouvé l'autre jour, mais c'est directement des feuilles que j'ai d'abord agrafées et ensuite j'ai dessiné dedans, donc j'ai tout de suite fait un livre. Et en fait, j'ai toujours fait directement des choses
dans le but de créer un objet. Il n'y a jamais vraiment eu de moment où j'ai dessiné. Enfin oui, bien sûr, j'ai dessiné sur des feuilles volantes, mais je veux dire, dès que j'ai commencé à raconter des histoires, c'était tout de suite en sachant qu'il y avait un objet et l'histoire elle était tout de suite liée à l'objet. Je commençais la couverture et je faisais la 4e de couverture et je commençais dans la même collection. 1, 2, 3, 4, exactement, 5. Ouais. Des fois je dessinais même les couvertures des trucs que j'allais faire plus tard, que j'ai jamais fait, voilà. Mais du coup, ce truc-là, il a existé. Enfin, en fait, les deux pratiques, elles sont arrivées en même temps. Et puis après, à un moment aussi, j'ai lancé un fanzine autour. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à publier un fanzine avec d'autres copains, et puis on a commencé à publier d'autres choses, et ça s'appelait Le Labo aussi, comme le sien, voilà. Donc je connaissais pas du tout le Labo de Menu, mais ouais. Il y a des labos un peu partout, je crois. Ouais, il y a des labos un peu partout. Cette notion de laboratoire, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve en tout cas dans la démarche d'avoir un lieu d'expérimentation. C'est forcément un laboratoire. Ouais, je pense que c'est un nom qui est parlant pour quand on a ce genre d'envie. Mais voilà, donc après au moment où ce truc-là a été monté, assez vite, ben voilà, surtout avec un nom comme Le Labo, on a entendu parler de l'association et de Menu. Et puis assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà une génération d'auteurs qui avaient commencé à s'auto-éditer. Et puis Daniel de Atrabile, qui bossait à Cumulus à l'époque, avait vu notre fanzine, nous avait dit « Ah, mais vous pourriez demander au comptoir de le diffuser ». Donc moi, j'étais pas majeur, donc j'étais allé voir le comptoir des indépendants à Paris, et j'avais signé un contrat de diffusion-distribution avec eux en essayant de leur cacher que j'étais pas majeur. Ça avait marché, j'ai signé le contrat, puis ils nous ont diffusé, voilà. Et puis, mais du coup, ça a commencé comme ça, et on a quand même été un petit peu... Enfin, il y avait des gens qui avaient préparé le terrain avant nous, mais par contre, à aucun moment, nous, on a cherché à être édité. D'abord, on a créé nos structures, avec la volonté justement de créer des objets de A à Z. En fait, on ne s'est même pas demandé s'il fallait qu'on contacte un éditeur. C'était direct, bon, bah, on veut faire des livres, du coup, on va monter une maison d'édition, parce que c'est ce qu'on fait quand on veut faire des livres. Mais on n'a pas cherché à être édité avant plusieurs années. Et après, au bout de quelques années, certains d'entre nous ont eu envie d'essayer des choses. Et puis ça a pris quand même pas mal de temps avant que ça se concrétise pour ma part. Mais ouais, en tout cas la volonté Enfin, pour moi, un livre, assez vite, voilà, et ça, je pense qu'il y a une continuité, et en ça, le lien, il est quand même, pour moi, j'ai du mal à défaire le lien entre raconter une histoire et créer un objet, et là, et c'est pour ça que pendant très longtemps, l'idée de faire une bande dessinée numérique, pour moi, c'était impensable, parce que pour moi, c'était tellement lié l'histoire et l'objet pour moi, c'était... Enfin, ça avait pas de sens, j'arrivais même pas à concevoir qu'on puisse faire de la bande dessinée autrement que sur un objet comme le livre. Et puis peu à peu, en fait, je me suis rendu compte que en fait, même un écran, ça reste un objet, que ça reste un format qui existe aussi, qui a aussi une matérialité, même si les questions sont complètement différentes. Et puis que autant un livre, c'est un objet qui a été travaillé pendant des siècles presque, enfin oui. Et quand on le prend en main, on sait tout de suite comment l'utiliser, ou chercher des informations sur l'éditeur, ou lire un texte résumé, ou en tout cas chercher. Enfin voilà, on a plein d'habitudes avec le livre qui sont hyper établies, qui sont inconscientes. Et avec l'écran, et particulièrement l'écran et la bande dessinée, ces habitudes-là, elles n'existent pas encore. Et en fait, à un moment, justement, dans la suite de cette logique de créer une histoire et de la penser tout de suite avec un objet, à un moment, je me suis dit, en fait, ça y est, j'ai essayé plein de trucs avec le livre, et puis en même temps, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses, et tout d'un coup, l'écran, en fait, ça m'a apparu comme un espace de liberté, mais toujours dans cette même optique, dans l'optique où on réfléchit quand même l'histoire avec l'environnement dans lequel elle va être lue, la matière sur laquelle elle va être transmise. Ce lien, il existe quand même toujours avec l'écran, quoi. Pour revenir juste
encore un tout petit peu sur cette jeunesse que vous partagez, auteur-éditeur, c'est-à-dire l'association de la création de bande dessinée avec cette immédiateté de l'édition très jeune comme ça. C'est quelque chose qui peut tout à fait se comprendre à l'échelle d'une personne qui est à la fois auteur-éditeur, mais à quel moment on devient éditeur d'autres auteurs? Est-ce que c'est un passage qui remet les choses en question? C'est-à-dire que jusque-là, vous aviez votre propre création que vous aménagiez dans un support que vous maîtrisiez et dont vous décidiez tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que passer à l'édition plus traditionnelle, c'est-à-dire de vraiment commencer à créer un catalogue, d'ailleurs, est-ce qu'on a conscience au début, quand on édite d'autres gens, qu'on crée une cohérence et un catalogue qui va donner une patte et qui va être même un acte créatif en soi? Est-ce que c'est un moment que vous avez ressenti comme particulier, justement? Ça, je dirais que c'est même c'est le passage le plus important. On passe, je parle de mon expérience, et si je parle de ce moment-là, c'est bien avant Internet, donc c'est une histoire de rencontre, et on passe on va dire, d'éditeur fantasmé à éditeur réel. C'est au contact des autres, c'est quand on a rencontré d'autres gens qui veulent faire la même chose que soi. Et à l'époque pré-Internet, moi, quand je suis adolescent, j'ai l'impression d'être le seul à vouloir faire de la bande dessinée. Autour de moi, il n'y en avait personne. J'ai l'impression d'être un martien, quoi. Et donc je suis dans mon coin et je fais des parodies de journaux, de livres. Je m'imagine qu'on est plusieurs, mais je suis tout seul. En plus, je suis enfant unique et je m'ennuie profondément. Et tout change quand les vraies rencontres commencent à se faire. Alors, j'ai la vague idée maintenant que c'est moins difficile avec Internet, mais je me trompe peut-être. Peut-être que c'est un faux ami, qu'en fait, on a 300 auteurs, amis Facebook, et puis finalement il ne se passe rien, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, avant que ça existe, il fallait juste compter sur le destin, quoi. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc, pour moi, ça a été la rencontre de Pierre Lamy, alias Polo, qui débarque dans le même lycée que moi, en classe de première, et qui aime la bande dessinée, et le même genre de musique que moi, et on devient amis, et on commence à faire des bandes dessinées ensemble, en cadre avec ski, au fond de la classe. Chacun une case, on essaie de se faire rigoler le plus possible, etc. Et là commence à la fois le collectif et le désir de publier, et donc on va dire le vrai vie d'éditeur. Et puis ensuite, il existe un truc tout d'un coup, c'est plus c'est d'offset, il y a des libraires qui l'ont en dépôt, donc on n'est plus tout seul dans sa chambre d'adolescent, on est présent dans des points réels. Et il y a des gens qui passent et puis qui voient ça et qui disent « Ah tiens, ça a l'air sympa, je pourrais leur téléphoner. » Mais tu es impliqué encore à ce stade-là, en tant qu'auteur aussi, dans ces revues. C'est-à-dire que t'es pas encore dans le moment où tu es éditeur, au sens où tu choisis entre guillemets, un auteur et où tu vas éditer et réfléchir avec lui sur un contenu qui t'échappe, qui évidemment t'échappe, puisque c'est pas le... Oui, ça se fait progressivement, effectivement. Je crois que peut-être que la revue, c'est la première étape, où on est soi-même auteur, on trouve d'autres auteurs, on fait un objet ensemble, puis un numéro 2 et un numéro 3, et puis ensuite on fait des livres avec les gens qu'on a rencontrés, on en fait un soi-même, et puis arrive le moment où on voit un fanzine, je sais pas, finlandais, et puis on se dit, ah bah tiens, ce mec-là est bon, on va le contacter, on va lui faire un bouquin, ou on va traduire un bouquin qu'on a vu dans un autre langage, mais là on devient vraiment éditeur. Alors qu'est-ce que ça a été pour moi, le vrai premier livre édité comme ça, je sais pas. Les premiers livres de l'assaut, c'était une collaboration entre moi et Trondheim, et puis un livre de Dupuis et Berberian, qui étaient des amis, mais est-ce que c'est ça, je sais pas. A priori, si tu étais aussi avec Trondheim, c'est plutôt le second. Oui, voilà. Et oui, et puis après, on en vient
être dans une sorte de petit système, à demander des subventions au CNL, à faire un best-seller éventuellement. Bon, ça, c'est de la chance, hein. C'est pas dans le programme, c'est juste un coup de bol. Tu parles de plusieurs best-sellers. Non, un seul vrai, bien sûr, je parle de Persepolis, de Marjane Satrapi, ce serait un best-seller, même chez un gros éditeur, donc c'est des choses qui sont rares, qui n'arrivent qu'une fois dans la vie, paraît-il, donc voilà, c'est fini. Ouais, mais pour moi, j'ai aussi l'impression que ça s'est fait progressivement, même si je pense que avec Hécatombe, l'approche qu'on a, c'est une approche qui est plus proche du collectif. En fait, on a vraiment décidé de jamais passer la barre Enfin, jusqu'à récemment, on avait décidé de jamais passer la barre, de vraiment se mettre à éditer d'autres gens. On s'est vraiment dit qu'on cherchait avant tout à faire chacun notre projet. Donc pour résumer un peu le fonctionnement d'Hécatombe, ce qu'il a de particulier, c'est que on est chacun complètement libre des projets qu'on mène, on n'a aucun compte à rendre, il n'y a pas de comité éditorial, donc chaque membre du collectif fait absolument ce qu'il veut. En général, on part du principe que les membres du collectif s'éditent eux-mêmes ou éditent des projets qui leur tiennent à cœur, mais il n'y a vraiment aucun compte à rendre, donc c'est un peu particulier, mais en tout cas on a notre approche, je pense qu'elle est plus proche de la micro-édition, et puis on a assez vite on s'est dit que en fait, même des bouquins où on sentait que ça serait plus intéressant de les aiguiller vers des plus gros éditeurs ou des structures qui vont par exemple, nous, a priori, avec Hécatombe, on n'a pas envie de faire des rééditions. Donc un livre qui risque de trop bien marcher ou de tout d'un coup devenir un best-seller, a priori on va se dire bah c'est pas trop pour nous, on va plutôt l'envoyer chez quelqu'un d'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de travailler des objets singuliers. Bon, après je dis pas qu'on essaie de pas vendre les livres, c'est pas ça que je veux dire, mais enfin le positionnement est différent. On cherche plutôt à faire des petits tirages en expérimentant des choses nouvelles, et puis en se disant souvent que voilà, une fois qu'il est épuisé, il est épuisé. Il y a des livres qu'on a faits, ils n'existent plus, ils ont été tirés à, je sais pas, quelques centaines d'exemplaires, ils ont été vendus, distribués, et puis maintenant c'est terminé, et puis on se dit pas qu'on va les rééditer. Et je pense que ce genre de position, en fait, ça amène à faire des bouquins complètement différents, et puis à penser vraiment l'objet livre sous un angle vraiment très très différent, et vraiment en se positionnant vraiment en dehors de l'industrie, parce qu'il n'y a pas de lien possible une fois que tu as décidé que tu ne fais pas de réédition. Après, voilà, par contre, avec la collection RVB, moi là, c'est le moment où parce qu'avant j'avais édité des gens plutôt dans des collectifs, mais avec la collection RVB, là c'est le moment où je me suis dit, ah, en fait, je vais éditer d'autres gens, je vais vraiment faire ce saut-là. Donc c'est juste après m'être dit que j'arrêtais complètement l'édition. J'ai décidé de monter ce projet et de mener ce truc aussi parce que j'ai rencontré des auteurs en fait qui avaient les mêmes questions que moi, qui se posaient les mêmes questions que moi sur l'écran, sur comment en fait la bande dessinée sur l'écran, et puis qui me disaient hey, tu veux pas nous éditer, si tu montes un truc tu me dis, et puis en fait peu à peu j'ai vu qu'il y avait ces auteurs qui étaient là, qui avaient envie de faire des trucs, qui allaient dans le même sens que moi, et puis j'ai senti aussi que c'était des gens qui portaient une vision de la bande dessinée que moi j'avais envie de porter aussi. Et donc tout d'un coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait le fait d'éditer d'autres gens, c'est aussi une façon de défendre la bande dessinée que j'aime, et puis de lui donner une certaine visibilité. C'est encore une façon quelque part de faire de la bande dessinée dans un sens très collectif avec d'autres gens, c'est-à-dire que voilà,
Oriane Nassus, par exemple, elle fait un livre et moi je vais passer, je sais pas, X temps enfin un livre, c'est pas un livre, c'est une bande dessinée numérique, c'est un ouvrage numérique, je sais pas comment il faut appeler ça, mais un livre c'est quand même du papier, il faut quand même pas mélanger les deux choses, j'aime pas trop le terme livre numérique. Mais du coup, voilà, elle fait ce truc-là, et puis finalement, moi, quand je le présente, quand je le mets en page, quand je le code, vu que là, en l'occurrence, il s'agit de codage aussi, et ben en fait, finalement, c'est quand même un moment où j'ai la sensation de faire d'une certaine manière, par procuration, une forme de bande dessinée, enfin voilà, en tout cas de faire, peser sur ce que j'ai envie que la bande dessinée puisse devenir ou devienne. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair C'est la somme des auteurs rencontrés et de leurs projets qui crée un acte en tant qu'éditeur plus global et qui crée une sorte de famille, quoi, avec une patte reconnaissable souvent. Et puis le fait de rassembler des gens en fait aussi, et puis tout d'un coup puis en fait moi j'aime beaucoup, et là avec la collection RVB c'est un truc que je dois beaucoup faire, d'accompagner les gens, parce que bon c'est des questions, autant avec un livre les gens savent plus ou moins dans quoi ils se lancent, autant avec un écran il y a plein de problèmes, il y a plein de questions qui sont pas forcément évidentes, donc là il y a vraiment un gros travail où je passe vraiment du temps avec chaque auteur à accompagner, à regarder ce qu'ils ont fait, à dire ah mais là est-ce que c'est vraiment la meilleure solution, et puis on discute, et puis en fait on passe beaucoup de temps à discuter, à essayer de comprendre ce que la bande dessinée pourrait être sur l'écran, et qu'est-ce qui nous intéresse. Donc là c'est vraiment en fait on met à plat plein de choses, c'est des moments de création, c'est une sorte de grand atelier, et je crois que c'est ça que j'aime bien aussi, et c'est ça aussi qui m'a donné envie d'être éditeur, c'est que je sentais que ça allait être possible d'avoir ce genre de relation avec des gens. Et puis un lien social. Ben ouais, je pense. En fait, je pense que c'est assez important, parce que quand tu fais de la bande dessinée, quand tu dessines, c'est hyper bien, parce que c'est un moment où tu te recentres. Et moi, je pense que je pourrais pas faire un travail d'éditeur sans avoir un travail d'auteur à côté, où je me recentre vraiment sur les fondamentaux de ce qui m'intéresse moi dans la bande dessinée, mais en même temps. Justement, en faisant ça, je pense que je mets plein de choses de côté, et entre autres, le fait de travailler avec d'autres gens, de remettre en question justement ce qui me semble vraiment important, parce que c'est quand même ce que tu fais tout le temps quand tu travailles avec d'autres gens. Et donc ouais, le fait en dehors du fait juste du plaisir de faire des choses avec d'autres gens, en fait, il y a aussi un peu un truc comme ça qui est assez riche, en fait, qui est très nourrissant toujours de voir. Est-ce qu'on arrive progressivement à faire justement abstraction est-ce qu'on arrive de temps en temps à être que auteur, ou est-ce qu'on est toujours éditeur parce qu'il y a un dernier mail à envoyer, ou je parle un peu dans mon cas aussi que je connais personnellement. Moi j'ai débranché, sur mon bureau où je dessine, j'ai enlevé tous les trucs informatiques, j'ai tout débranché. Après c'est vrai que des fois je sors mon téléphone et je commence quand même à faire des trucs, mais je sais que j'essaye d'éviter, et j'essaye de créer vraiment une séparation la plus claire possible. J'y arrive pas du tout toujours. Et toi? Comment dire, là, moi, j'édite plus là depuis 4 ans, donc le problème est réglé. Là, je suis juste un auteur. Mais par contre, je peux parler des longues années où j'ai articulé les deux. Et donc, oui, c'est une vraie dialectique entre un moi qui est tout seul et puis un moi qui fait partie d'un collectif. Et des fois, c'est pas évident de les faire cohabiter, bien sûr. Moi, à l'époque de la revue Lapin, je me souviens que je m'en sortais en donnant une deadline qui n'était pas la vraie. Donc je disais à tous les auteurs, bon, bah, c'est rendu le 5 janvier, dernier délai, et puis je savais que c'était le 15. Quoi. Et puis entre le 5 et le 15, c'est moi qui m'enfermais, et je faisais les pages pour la revue, alors que tout le monde croyait que c'était bouclé, mais j'avais, dans le chemin de fer, fait peut-être un vague scénario et déterminé que je faisais 5 ou 8 pages, et j'arrivais juste à faire mes pages comme ça. Sinon, c'était pas jouable. Je pouvais pas à la fois tanner les gens pour... c'est un peu ça, faire une revue quand même.
Ça, c'est vraiment une constante que tous les auteurs-éditeurs que je connais, tout le monde travaille comme ça, quoi, avec les pages que tu finis au dernier moment. Oui, le truc que tu commences à faire tes pages le jour d'après du délai. Quand tout le monde a rendu, quoi. Ouais. Il n'y a plus personne à qui sonner les cloches, on s'y met, quoi. Ouais, ça fait partie des trucs, quoi, de la double casquette. Mais en même temps, c'est aussi grâce à ce système et le fait d'avoir une revue et d'agir comme ça que j'ai pu aussi faire des pages à un moment donné, parce que je pense que sans la revue Lapin, j'aurais eu du mal, quoi. Pendant ces années-là, j'ai pas fait un travail de longue haleine, par exemple, c'est quasiment impossible. Donc c'est aussi ça qui m'a aiguillé vers le fragment. Je pense que c'est pas la seule raison. Je suis vraiment porté par les formes courtes en bande dessinée. Mais je pense que ça faisait partie des raisons aussi, c'est-à-dire qu'en étant sur tous les fronts comme ça, c'est vraiment... j'ai l'impression d'avoir raté le coche de pouvoir faire des choses de longue haleine à un moment donné, que je me suis orienté vers les formes courtes à cause de ça. J'allais formuler cette hypothèse de cette œuvre, comme tu dis, qui est très fragmentaire, qui du coup peut-être en effet s'expliquer, en tout cas dans sa forme, par cet autre métier. C'est-à-dire que peut-être que l'éditeur, Jean-Christophe Meudieu, éditeur, a d'une façon un peu détournée, conditionné l'œuvre de son moi auteur. Je pense, oui. Et c'est ce qui, je pense aussi, caractérise ton œuvre. C'est ce qu'on retrouve très bien dans l'exposition là, qui va ouvrir. C'est cette capacité à s'éclater dans plein de directions. Et justement, peut-être, je ne sais pas du tout si c'est ou non, au final, une frustration de ne pas être entré dans le récit long, pour toi en tant qu'auteur, mais je crois que tu as amené une forme, en tout cas à l'époque, et si on regarde sur l'ensemble de l'œuvre, un peu inédite, quoi. Je pense qu'on est aussi tributaire de ce qui se présente à nous comme opportunité quand on fait de la bande dessinée. La génération d'avant, par exemple, commençait dans la presse. Moi, quand j'ai commencé à vraiment publier, la presse était en train de disparaître, mais dans les années 70 et jusqu'au milieu 80, quand on était auteur de bande dessinée, on était aussi journaliste. Donc on commençait dans la presse et je pense que ce que demandait le rédacteur en chef pouvait aussi conditionner l'œuvre, par exemple. Est-ce que... Enfin, avec des à suivre, des choses comme ça. Oui. Mais finalement, il y a plein d'auteurs de cette époque-là qui ont compilé les choses pour en sortir des récits longs qu'on lit de A à Z, ce qui est un peu... Oui, je vais m'embrouiller là. Enfin, dans mon cas, oui, je pense que c'est assez évident. Comment dire, je pense que quand on est à la fois éditeur et auteur, l'édition prend presque la place d'un travail de jour, quoi. Et puis on loge la création dans les interstices qui restent la nuit, ou bien alors on prend une semaine, on décroche le téléphone ou l'ordinateur et puis on fait les pages pour la revue. Voilà. Mais c'est vrai que il y a eu un moment où j'ai commencé à en souffrir pas mal et à avoir une espèce de sentiment de sacrifice. Les années où l'édition a pris de plus en plus de place. Parce que c'était pas du tout évident que ça prenne tant de place dans ma vie, en fait. Quand on a commencé l'association, j'imaginais qu'on ferait 3 albums par an, qu'on se réunirait le dimanche, alors qu'on passerait notre vie plutôt à faire de l'illustration ou de la bande dessinée pour gagner sa vie. C'était pas défini à l'avance que ça me prenne tout mon temps, quoi. Et donc ça fait partie des problèmes qui sont apparus très vite dans le collectif, c'est que
commencé à publier chez d'autres éditeurs, alors que moi je devais m'occuper de l'association et qu'il a vite fallu que l'association puisse me salarier puisque je faisais essentiellement ça et que je ne faisais pas cette carrière d'auteur que les autres faisaient, etc. Bon, donc ça a amené des équilibres en fait. Et c'était le début des problèmes qui ont continué après avec l'arrivée de l'argent. Il n'y a rien de tel pour foutre la merde. Oui, surtout quand les choses se sont construites de façon un peu empirique, justement, sans préméditation. Voilà. Ça aurait été le but de gagner de l'argent, il n'y aurait pas eu ce problème, mais c'était pas du tout ça. En même temps, ça m'a permis de faire tout un tas de livres invendables. C'est un luxe, un certain luxe qui a duré quelques années et dont j'ai un très bon souvenir, puisque je ne regardais même pas les comptes, je ne savais même pas combien il y avait. C'était bien comme période. Tu faisais juste les livres que tu avais envie. Tu faisais juste les livres que tu avais envie. Ouais, bah, tiens, je vais mettre une 5e couleur, un peu de doré à chaud, tiens, chouette. Oui, je ne regardais même pas comment ça coûte. Coefficient, on ne connaît pas. Je sais pas. Combien le vin? Je sais pas. 18, c'est bien, non? Ouais. Il coûte 40 €. Aucune importance. Non, c'était complètement aberrant. Non, Persepolis a vraiment ramené beaucoup d'argent, et puis oui, je me suis mis à faire 4 livres par mois, qui rapportaient rien, etc. Il y a eu quelques années comme ça, complètement irrationnel, quoi. Mais du coup, il y a quand même un moment où cette envie de faire ces 4 livres par mois, et en disant ah celui-là il faut absolument le faire, celui-là il faut absolument le faire, il y a quand même un moment où en fait c'était quand même un peu une envie comme ça qui a fait que le reste est passé à côté, quoi. Oui, là, tout à fait, oui. Là en fait, c'est tellement gratifiant d'être dans cette position d'éditeur comme ça que, bon, bah là, ça prend un peu toute la place du plaisir, quoi. C'est vrai qu'on ne pense même plus à faire 3 pages si on peut faire 3 bouquins dans la soirée, quoi. C'est quelque chose que tu as même fait un peu perdurer après l'association avec ta plus récente structure qui s'appelle l'Apocalypse, qui avait comme ça des projets assez ambitieux en termes de fabrication, etc. Et on était là aussi dans la continuité de l'empirisme bâti avec l'association. Oui, j'ai fait exactement pareil, mais sans avoir de best-seller derrière. Donc le résultat s'est pas fait attendre non plus. Mais je suis très très mauvais gestionnaire. Hein. Je peux être un bon éditeur si on me donne tout l'argent qu'il faut, mais sinon, si c'est moi de le gérer... Tu évoquais tout à l'heure cette même notion de livres qui ne sont pas là pour s'enrichir et qui sont plutôt des choses expérimentales ou des choses un peu singulières. Est-ce que tu as quand même une vague notion d'économie du livre et tout ça qui s'est créée durant ces années Avec le temps, ouais, quand même. Et puis... Ouais, à force de lire des contrats d'édition et voir des mots des contrats de diffusion surtout, et voir des mots que je comprenais pas, j'allais me renseigner auprès de gens qui comprenaient mieux, et donc au fur et à mesure j'ai fini par apprendre, certes, en tout cas assez pour pouvoir faire ce qu'on voulait sans se prendre la tête plus que ça non plus, mais en gros nous, notre fonctionnement en général avec Hécatombe, c'est que on regarde ce qu'on a dans les caisses, on regarde les projets qui sont sur le feu, et puis quand on voit qu'il y a un projet qui prend trop de budget par rapport à ce qu'on a, et ben l'auteur qui porte ce projet, il dit en général bon bah je vais essayer de trouver des financements à côté pour que le livre ne plombe pas la maison d'édition, vu qu'on n'a pas de best-seller et qu'on a décidé de s'en passer. Et en fait,
utilise des voies comme ça. Après, les autres manières de faire des livres, ça peut être à la fois de faire des choses nous-mêmes à la main. On a récupéré pas mal de matériel de sérigraphie, on a des imprimantes, des photocopieuses, on a plein de méthodes, plein de trucs de reliure et de machines. Et puis on a aussi, avec le temps, un réseau qui s'est construit où on sait que si on a besoin de telle machine, on peut la trouver là, si on a besoin de telle machine, on peut la trouver là. Donc ça, c'est déjà aussi des façons de pouvoir faire les livres qu'on veut sans avoir besoin de se soucier de comment on y arrive, juste en y mettant du temps. Et puis sinon, l'autre solution, c'est de demander des subventions. Puis entre les deux, on arrive à s'en sortir. Il y a peut-être une chose où peut-être l'éditeur garde quand même finalement la main sur les auteurs qui publient, c'est cette volonté de maîtrise de l'ensemble de la chaîne du livre, donc à savoir de la conception de l'objet, du contenu, de l'accompagnement, jusqu'au calage chez l'imprimeur, et puis en passant par les petites fioritures, comme tu disais, un petit marquage, etc. Et la diffusion aussi. Et la diffusion, ouais. Est-ce que c'est pas finalement une déformation un peu du métier de vouloir être à ce point-là avoir la maîtrise en tout cas de toutes ces étapes? Est-ce que justement c'est pas un moment où l'éditeur redevient un peu comme auteur ou démiurge avec d'autres auteurs? Oui, carrément. Et moi, je trouve très intéressant de reprendre chaque étape du processus de l'édition, de l'impression au choix du catalogue que tu veux construire, jusqu'à la diffusion. Il y a plein de gens qui se sont posés, dans la micro-édition, il y a plein de gens qui se sont posés la question de comment on fait de la diffusion autrement qu'en passant par des gros circuits de diffusion. Et il y a des gens qui font de la diffusion, qui diffusent leurs livres uniquement en les envoyant par la poste à des gens, au hasard même. C'est aussi une méthode de diffusion. Et là, vraiment, l'aspect artistique, il est hyper évident parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas d'échange marchand. Et il y a des gens qui ont développé des systèmes de diffusion où ils éditent, je ne sais plus comment ça s'appelle cette maison d'édition, mais qui éditaient je crois des petites fiches à l'intérieur de leur livre qui expliquent aux gens qu'une fois qu'ils ont lu ce livre, ils doivent l'abandonner ou le laisser quelque part où il peut être recueilli par quelqu'un d'autre dans l'espace public. Enfin, on peut aller très loin, même dans le circuit de diffusion, dans la façon de diffuser le livre, on peut se réapproprier. Et il y a vraiment plein de gens je pense dans le monde de la micro-édition, il y a vraiment plein de gens qui se réapproprient l'un ou l'autre des moments du travail d'éditeur pour en faire un truc purement artistique. Et ouais, pour moi, clairement, c'est ultra intéressant et c'est évidemment beaucoup plus motivant et réjouissant à faire que de chercher à trouver une place dans la chaîne du livre entre deux multinationales. C'est la chaîne du livre classique, plus classique. Oui, je pense exactement pareil. Il y a l'aspect graphique aussi, c'est-à-dire donner l'apparence qu'on souhaite aux livres qu'on édite. Je pense que c'est une donnée hyper importante. La plupart des éditeurs indépendants ont leur idée qu'ils ont travaillé pour donner une apparence personnelle à leurs ouvrages, qui se dénotent des autres, qui se remarquent et qui définissent une personnalité quelque part. Donc moi j'ai développé de manière autodidacte aussi en même temps que l'édition l'activité de graphiste pour les livres que j'ai fait exister, et à chaque nouvelle tentative, maison ou collection, parce que ça m'est arrivé aussi de travailler pour d'autres éditeurs en tant que graphiste, se poser la question, j'arrive dans un système où il y a
énormément de production, comment je me fais remarquer, comment je donne une personnalité, etc. Bon, tout ça, pour moi, c'est du domaine de la création aussi, choisir les papiers, choisir la reliure, finalement, c'est un peu le même travail que quand je suis devant ma planche, comment je vais faire ce traité, est-ce que je mets une hachure, est-ce que je mets un aplat noir, finalement, c'est toute une question de petits détails qui finissent par former un tout et on arrive à faire quelque chose qui nous ressemble. La différence, c'est que quand je suis auteur, j'ai ma planche, puis elle est finie à la fin de la journée, mais quand je suis éditeur, j'ai des paramètres, quoi, bien sûr, il y a une économie, on fait pas, si on fait de l'imprimerie traditionnelle, on en fait 500, on en fait 1000, on en fait 10 000, il y a une structure, il y a de la comptabilité, il y a de l'administration, etc. Mais quand le livre arrive, c'est une sorte d'épiphanie, quoi. C'est magnifique. Sauf quand il est raté, parce qu'il y a des imprimeurs qui ratent les livres aussi, ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est pas une épiphanie du tout. On prend son téléphone et on hurle. Ça dit, je vais moi-même être imprimeur maintenant. Voilà, non, ça c'est pas une bonne idée non plus. Ça peut être intéressant des fois, parce que sur certains trucs, c'est la solution la plus simple et vraiment ça facilite la vie suivant ce qu'on veut faire. Tout d'un coup, de dire ah, juste ce truc-là, on l'imprime, mais par contre, de vouloir tout imprimer, ouais. Oui, pour faire un truc de micro-édition, c'est très bien d'avoir une photocopieuse à la maison, mais si on veut être plus enfin, si on a un ouvrage qui nécessite une technique classique d'offset, etc. Bon. Il y a des gens qui peuvent faire ça mieux que nous, quoi. Voilà. Et est-ce que ça vous est arrivé justement d'être confronté à des éditeurs qui vous ont dicté plus ou moins, en tout cas, une façon de faire qui était la leur, ou alors du coup se sont rencontrés votre partie auteur, votre partie éditeur, confronté à un autre éditeur? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne une sorte de carambolage? Alors maintenant ça c'est bien avec moi parce que si je suis chez un autre éditeur, je fais tout quand même. Voilà. Ça, c'est la maladie. Je fais la maquette, éventuellement je vais au calage chez l'imprimeur aussi. Ça m'est déjà arrivé d'aller au calage pour des ouvrages à moi, mais édités par d'autres personnes. Et puis, comme on dit, comment dire, on ne peut pas trop me la faire non plus, quoi. C'est-à-dire, Fluide Glacial m'avait dit, bon, un livre en offset, c'est des cahiers de 16, mais on peut faire un demi-cahier de 8 pages, n'est-ce pas? Je voulais passer de 64 à 56 pages, et il m'avait dit que c'était pas possible. Alors, non. Là, si c'est possible, ah mais c'est compliqué. Non, tu fais un demi-cahier de 8 pages. Donc bon, on ne peut pas me berner, quoi. C'est un peu compliqué pour l'éditeur qui travaille avec moi. Voilà, donc c'est 56 pages, comme point final, quoi. Parce que c'est comme ça. Et puis je fais aussi la maquette, et puis je demande tel papier, etc. Bon, alors, tout ce que je demande n'est pas forcément possible, mais on se rapproche. Et puis c'est une collaboration aussi, par exemple, le croquette chez Fluide Glacial, c'est le directeur artistique qui m'a suggéré cette trichromie, orange, gris, noir, et ça m'a très très bien convenu, donc il y a quand même un dialogue, quoi. Je suis quand même demandeur d'un dialogue. Et le syntaxe chez Arbitraire, ça s'est passé comment? C'est Renaud qui a fait les couleurs, hein, quand même, mais bon, on en a quand même parlé. C'est ton seul livre édité par quelqu'un d'autre? Non, non, j'ai fait 2 livres chez Fluide Glacial. Mon dernier, c'est un livre de texte que j'ai fait aux Impressions Nouvelles, et là j'ai tout fait aussi. J'ai même tapé, en fait. C'est un livre de texte, mais je l'ai tapé, j'ai mis les culs de lampe, etc. Il y a quelques coquilles, c'est moi. Tu refuses qu'on te relise? Non, je suis très demandeur, mais évidemment, il y a une grosse coquille sur la 4e de couverture que personne n'a vue, c'est le risque. Tu viens de dévoiler
C'était imprimé en Bulgarie, alors j'avais un bulgare au téléphone, c'était quand même compliqué, quoi. Ouais. Parler français, mais c'était dur, parce qu'il y avait des paramètres complètement différents. Bon. Du coup, quand je suis allé voir Atrabile, c'est ça que je pensais. Ouais, le bouquin que j'ai fait avec eux, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis allé chez eux, c'est pas parce que je pensais que ça allait faire un best-seller, mais c'est juste que, en tout cas, je me disais que c'était un livre qui était trop long et trop lourd à apporter pour Hécatombe. Ça allait pas forcément dans le sens que qu'on avait envie de développer avec Hécatombe. Et puis, je crois que j'avais assez envie aussi de bosser avec un autre éditeur juste pour avoir des autres retours, parce qu'avec Hécatombe, on parle. Et même si chacun porte son projet seul, on parle énormément ensemble. Dès qu'on a une idée, on en discute, on se donne à la fois des tuyaux, des coups de main et puis des avis de manière vraiment très très directe. On n'hésite vraiment pas à se dire s'il y a un truc qui nous semble pas abouti ou pas cohérent. Et c'est hyper intéressant, mais par contre, c'est vrai que ça fait là quand même. Cette année, ça fera 15 ans qu'on fait ce truc-là, et du coup, je me disais que c'était quand même intéressant de bosser une fois avec quelqu'un d'autre, d'avoir d'autres regards, et donc j'ai vraiment amené le projet en disant, bon, en fait, je sais pas, j'avais vraiment envie de bosser avec lui, et aussi justement pour voir en fait quel regard eux, surtout Daniel, porterait sur ce projet-là, et vraiment ça s'est bien passé, ça s'est vraiment passé comme j'imaginais. J'étais quand même venu en disant oui, j'ai des idées de maquette, j'avais quand même pas dit fais ce que tu veux, parce que j'avais quand même déjà... Tu avais des idées très précises de fabrication sur cette évolution du papier jusqu'au jaune, du papier blanc jusqu'au jaune, par exemple, c'était quelque chose que tu avais amené avec toi ou pas? Non, ça justement pas. Okay. Ça, j'avais plein d'idées, j'avais plein d'idées de ce que l'objet devait transmettre, mais j'avais quand même laissé pas mal de marge de manœuvre, et au final, lui, il a vraiment amené des choses très très différentes. Et entre autres, il m'a dit mais du coup, moi il y avait juste quelques pages qui étaient en bichromie, et puis il m'avait dit bon, en fait, finalement, on va imprimer tout le livre en bichromie, et si tu veux faire autre chose, tu peux faire autre chose. Moi, j'étais là, non, j'ai pas envie de faire autre chose, je vais pas rajouter la bichromie partout. Et puis on s'est mis à discuter comme ça, et vraiment à la base, on a sorti des idées. On a sorti n'importe quelle idée, et puis tout d'un coup, en fait, je sais plus, je crois qu'il avait lancé l'idée d'un truc évolutif, et puis ou changeant, de fond de page changeant. Puis en fait, c'est vraiment dans la discussion, tout d'un coup, il y a cette idée qui est sortie, et puis au début, on a fait oui, un dégradé sur un livre, puis d'un coup, je me suis dit mais en fait, ça colle assez bien avec même ce que je voulais faire, ce que l'objet était censé transmettre, et puis ouais, et finalement, en fait, après, c'est devenu assez évident. Au bout de 2-3 jours après cette discussion, j'étais là, mais oui, c'est évident, on peut faire ça. Donc une vraie collaboration auteur-éditeur. Ouais, éditeur. Ouais. Auteur-éditeur. Ouais. C'est un peu ça. Non, c'est bien, c'est chouette. Je pense que c'est aussi un éditeur qui a vraiment envie de s'amuser et de chercher toujours des nouvelles choses dans les livres qu'il fait, et qui ose aussi faire ce genre de paris et de trucs. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à lui et pas à quelqu'un d'autre. On va peut-être passer aux questions. Voilà. Avez-vous des questions concernant tout ce qu'on s'est raconté? N'hésitez pas. Comme personne n'a posé la première, je vais poser la deuxième. Une chose que j'ai entendue, en tout cas, il m'a semblé que je entends grâce à la question, c'est le côté où, à un moment, soit dans la création soit dans l'acte de création de l'édition, vous dites je vais revenir soit à ce que moi j'estime être de la bande dessinée, à mes idées. Donc je me demandais jusqu'à quel point c'était pas aussi et l'édition et la création quelque chose de l'ordre de la réaction par rapport
je sais pas, des choses qui n'existaient pas avant ou qui ne se faisaient pas avant. Oui, et puis je pense que c'est... on évolue avec ça aussi de la même manière que quand on est avec sa création, on patauge un peu au début, on est sous influence, on s'en dégage, on trouve un truc, on le développe, on progresse. C'est pareil avec l'édition, je pense. C'est-à-dire on se plante, techniquement on ne sait pas où on va, si on est autodidacte on va faire des bêtises. Et puis on va apprendre à maîtriser les techniques et puis à faire de plus en plus un objet qu'on présuppose. C'est-à-dire, à force de progresser, on devient aussi éditeur dans le sens où on visualise. Par exemple, un travail de tel auteur, tout d'un coup, je vais avoir une idée de couverture, je vais avoir une idée d'ambiance, de couleur, de page de garde, je sais pas, des détails qui vont tout faire des petites différences, quoi. Et donc c'est forcément le faire à son image. C'est pour ça que, comme j'ai tenté de le dire tout à l'heure, et Yanis aussi, je vois l'édition comme une forme de création, et donc c'est aussi une création en progrès. L'édition, telle qu'on la pratique nous, hein, pas telle que le pratiquent les marchands, c'est une pratique, j'ai pu appeler ça métapratique par ailleurs, parce qu'elle concerne d'autres gens, c'est pas une pratique de soi à soi, c'est une pratique collective, sociale, industrielle parfois. Si ce n'est qu'industriel, c'est péjoratif, ça peut être utilisé pour les gros éditeurs qui ne pensent qu'à vendre. Mais l'édition avec un angle de vue artistique peut être considérée comme une véritable pratique avec ses écueils. On essaie quelque chose, ça ne marche pas, on passe ailleurs, et effectivement la réaction elle existe aussi parce que aussi bien dans sa création personnelle on va chercher à faire quelque chose que les autres n'ont pas fait, mais en édition aussi, surtout même a fortiori parce qu'on se retrouve, surtout aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, dans une surproduction, et pour se démarquer de cette surproduction, pour avoir un espoir d'être remarqué dans une vitrine de libraire, par exemple, il faut se positionner, avoir quelque chose de particulier dans la présentation, ou la volonté de se définir à travers des principes simples de mise en page, de maquette, et donc de se positionner contre les autres aussi, d'une certaine manière. C'est forcé. Puis c'est aussi une façon, je pense, en tout cas pour moi, de garder toujours un intérêt pour ce que je fais, et ça c'est quand même, pour moi c'est indispensable, parce que je lis beaucoup de bandes dessinées, la bande dessinée évolue, mais pas seulement la bande dessinée, le monde d'une manière générale évolue en permanence, et donc il y a quand même des choses qu'on voit et qu'on revoit tout le temps, et puis je trouve que dans tous les domaines, à la fois dans l'art et en fait dans tout, il y a quand même des choses qui se répètent et qu'on voit et qu'on revoit systématiquement. Je sais pas, quand tout d'un coup il y a un type de dessin ou de bande dessinée qui marche, d'un coup on se retrouve avec toute une flopée de gens qui font ça, et puis ça, je dis pas qu'il faut pas s'inspirer, c'est normal de s'inspirer, voilà, mais il y a aussi un peu pour moi la volonté de toujours chercher quelque chose qui continue à m'étonner, à me surprendre, à me faire un peu vibrer, et puis voilà. Et alors je sais pas si c'est de la réaction, mais c'est aussi une façon, en tout cas pour moi, je le vois aussi comme une façon de partager des choses avec des gens, parce que c'est toujours un dialogue en fait. Quelqu'un sort un bouquin, essaye un truc, et puis tout d'un coup ça éveille des idées, ça éveille des nouvelles envies, et puis alors pour moi après, dans les trucs qui éveillent des envies, il y a à la fois la création, mais il y a aussi juste le monde, comme le monde évolue, à la fois sur des questions d'évolution d'habitude, mais aussi d'évolution politique, d'évolution géopolitique. Voilà. Tout ça, ça rentre en ligne de compte pour donner des nouvelles envies et pour pousser plus loin. Et c'est une façon de réagir au monde, et c'est en même temps une façon de dialoguer avec lui, je pense. Oui, bien sûr. Et puis
l'édition, c'est aussi comme la création, dans le sens où on ne fait pas les mêmes livres à 50 ans qu'à 20, par exemple, tout simplement. Il y a pas mal de livres que j'ai fait que je ne ferai plus aujourd'hui autant qu'éditeur, quoi. De la même manière que la création évolue, on est de plus en plus pointu, de plus en plus exigeant, on a envie d'aller à l'essentiel, plus intransigeant peut-être aussi, je sais pas. Puis on fait toujours un livre dans un moment, ou un truc, oui. C'est toujours... Je pense que c'est vecteur d'énergie aussi. C'est une énergie qui se renouvelle à différentes périodes de la création éditoriale et d'auteur. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une première question avant que la seconde ait été posée? Bonsoir. Si vous deviez donner un conseil pour des jeunes qui aimeraient faire de la bande dessinée, qu'est-ce que vous donneriez? Monter une maison d'édition. Ou chercher un éditeur, je sais pas. Ou juste faire de la bande dessinée. Puis, Continuer à dessiner. Ouais. J'ai pas compris la question. Mas, pour donner un conseil pour les personnes qui veulent commencer dans la bande dessinée. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Et... Un conseil, c'est de s'armer de patience et être vraiment, vraiment tenace, parce que ça va être difficile. Ouais, c'est vrai. J'imagine. Il faut être un guerrier et guerrière. Et si, en fait, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est d'écouter le conseil de personne. Merci beaucoup. Non, puis peut-être être très radicalement attaché à ce qui te plaît personnellement, parce que je pense que c'est un monde dans lequel c'est pas vraiment la peine de faire des compromis pour gagner de l'argent, vu que de toute façon il n'y en a pas beaucoup. Et donc autant faire juste exactement ce que tu veux et rien d'autre. Autant que tu peux, quoi. Voilà. C'est un conseil personnel. Excellent conseil. On peut l'écouter, celui-là. Peut-être aussi juste partir du principe qu'il faut produire. En fait, il faut produire, et après, est-ce que tu vas produire avec des gens qui produisent aussi, qui vont créer une émulation autour de toi? C'est quelque chose de secondaire dans un premier temps, il faut déjà être dans la production. Peu importe qu'au début ce soit raté ou fragile, etc. Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est de produire en permanence. Une quatrième question, une troisième? Bon, je vais la poser simplement. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'émergence et du développement de plus en plus présent du dessin de manga. Parce que je vois de plus en plus de gens qui en font et des fois on me demande presque est-ce que c'est une mauvaise idée de faire du manga même si on en a très envie et que c'est ce qui nous inspire le plus. Oui, c'est une très très mauvaise idée. Mais non, pas du tout. Bah non, enfin, pour moi, en fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre les styles de bande dessinée. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire des différences très claires entre le manga, le comics, la bande dessinée franco-belge, la bande dessinée indépendante. Pour moi, en fait, il y a des trucs qui m'intéressent dans tout, il y a des trucs qui me révulsent profondément dans tout. Et entre deux, il y a plein de trucs voilà, qui m'intéressent un peu comme ci, comme ça. Et je pense qu'il faut juste... Enfin, c'est la même chose que je disais avant, en fait, il faut juste faire exactement ce que tu veux. Et si ce que tu veux, c'est du manga, alors il faut faire ça, c'est clair. Parce qu'on m'a dit des fois. Ah ouais, je sais pas, bon, c'est nouveau, c'est mon avis. Moi, j'en pense rien du tout. Soit on considère que le manga, c'est de la bande dessinée japonaise, donc soit on est japonais, on en fait, soit on n'est pas japonais, on n'en fait pas, donc ça c'est une première approche. Sinon, on peut très bien être suisse et puis faire de la bande dessinée avec des influences de bande dessinée japonaise, et je vois pas le problème. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'auteurs maintenant occidentaux, américains, européens qui ont des influences de manga et c'est dans l'ordre des choses, quoi. Si on fait du rock'n'roll en Suisse ou en France, il y a des
fortes chances qu'il y ait des influences américaines ou anglaises. Où est le problème? Je sais pas. Ouais, je sais pas, j'ai toujours l'impression que certaines personnes dans le milieu sont un peu, peut-être un peu puristes et n'ont pas forcément envie de s'intéresser à des nouvelles vagues qui arrivent, mais c'est vrai qu'au final, le problème n'a pas paru aussi grand que ce que je pensais. Mais quoi que tu fasses, il y a des gens de toute façon qui vont être réfractaires, qui vont... Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu crées, il y a de toute façon des gens qui vont pas s'intéresser au style de choses que tu crées, parce que, je sais pas, ça fait partie des règles du jeu, j'ai l'impression. Après, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, mais... Moi, je pense qu'il y a une partie du problème qui est posée dans ta question, c'est-à-dire que tu dissocies dans ta question le fait que faire du manga, c'est faire autre chose que de la bande dessinée. Or, le manga, comme il expliquait, c'est de la bande dessinée qui vient du Japon. Après, la seule peut-être différenciation que les puristes peuvent mettre en lumière, c'est de se dire que c'est un langage tellement codifié que si tu reprends les codes tels quels, bah, t'inventes pas. Et l'idée, quand même, quand tu fais de la bande dessinée aujourd'hui au XXIe siècle, c'est d'amener des choses personnelles. Donc c'est peut-être sur ce point de vue-là qu'on peut te dire, ah, peut-être détache-toi du manga au sens où réinvente-le, quoi. Moi, je voulais vous remercier parce qu'on doit pas mal se battre en tant que dans une collectivité publique pour argumenter sur le fait qu'il faut soutenir les éditeurs, que c'est pas juste des acteurs économiques voilà, et qui participent à la création. Mais là, ce qui m'apparaît clairement en vous entendant, c'est vraiment que vous avez ouvert, par votre démarche radicale d'éditeur, à un moment donné, vraiment ouvert des espaces de création. Vous l'avez peut-être pas dit comme ça parce que vous êtes modeste, mais je pense qu'il y a quand même toute une évolution de la création en bande dessinée. Enfin, oui, vous deux, je pense évidemment d'abord à l'association, mais aussi à Caton, à toute une évolution de la création elle-même qui n'aurait pas forcément eu lieu s'il n'y avait pas eu des démarches comme celle de l'association pour pas trop mettre le focus sur une maison. Et je pense que c'est quand même lié à une forme de radicalité, parce que je voulais juste lire, parce que je relisais ce matin une phrase dans la bande dessinée et son double que j'adore, c'est dès le départ, tout a été mis en œuvre pour que l'association se situe le plus clairement possible en porte-à-faux sur tous les plans, fond, forme, etc., par rapport au contexte de la BD d'alors, ce qui n'aurait pas été possible sans un certain extrémisme. Moi, j'adore le côté assumé de ce volontarisme, voilà, d'être clairement en porte-à-faux sur tous les plans. Oui, bah, tant qu'à faire. Mais c'est vrai que il y a eu la chance d'être, comment dire, au bon moment et au bon endroit aussi, et puis de saisir cette chance. Peut-être que je sais pas comment dire, il y avait vraiment un vide, et oui, à chaque fois qu'il y a une avancée, peut-être dans un domaine artistique, littéraire ou autre, c'est d'avoir un peu la conscience de ce qui manque et de donner de créer un espace nouveau pour... et je pense que c'est peut-être ce qu'on peut nous reconnaître avec l'association, c'est d'avoir senti ça et d'avoir un peu formulé et formuler comment ça pouvait être possible de faire émerger quelque chose. Et probablement que l'intérêt de ce qui a été fait, c'est de creuser un petit peu l'endroit où il manquait quelque chose, et c'était c'était de dire il manque un espace dans le spectre de la bande dessinée. Il y a du fanzine, il y a de la micro-édition, de la jeune création, et d'un autre côté il y a ce qu'on peut appeler le mainstream, la grosse édition, et
Et finalement, personne n'a jamais saisi l'opportunité de créer un espace d'édition indépendante, mais sans vouloir rejoindre le mainstream. Jusqu'à présent, tous les nouveaux éditeurs, qui s'appelaient Glénat ou Delcourt, ils ont commencé tout petits, hein, ces gens-là. Ils ont commencé petits, mais avec l'intention de devenir gros. Donc je pense que la nouveauté, ça a été de dire, on commence petit, on reste petit. Manque de bol, Marjane Strappi a déboulé. Et donc là, c'était le luxe dont je parlais tout à l'heure, c'était non seulement d'avoir les sous pour faire des livres tels qu'on en avait envie, mais aussi le luxe de dire à tout le monde, ben, on a même de l'argent maintenant, on vous emmerde quand même. Bon, ce luxe est terminé pour l'association qui continue sans moi, hein. Mais c'était assez jouissif, quoi, parce que on avait un petit succès critique, quoi. Mais ce qui a dégoûté les gros éditeurs, c'est qu'on ait en plus un succès commercial à voir l'avant. C'était écœurant. Là, c'était agréable pour nous. Et les gros se sont mis à faire de l'indé, entre guillemets. Ben oui, alors ça, je sais pas en quelle mesure on était responsable, mais c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce petit livre qui s'appelle Plate-Bande. C'est d'avoir suscité des envies chez les gros éditeurs de créer tous les nouveaux labels qu'on a vu apparaître depuis une quinzaine d'années. Donc je pense que ça a été avant tout motivé par la croyance qu'il pouvait y avoir de l'argent à se faire. Le succès critique, ça intéresse certains gros éditeurs pour se faire une bonne image. C'est comme ça qu'on a pu voir Soleil qui faisait que des choses très discutables, s'allier avec Gallimard pour refaire Futuropolis. Là, c'était clairement une volonté de se refaire une image. Mais toutes ces collections qui se sont créées, je pense que c'était tout le monde cherchait le nouveau Persépolis, quoi, finalement. Et puis une quinzaine d'années après, effectivement, il y a des tas de choses qui se sont produites. Il y a maintenant une surproduction totale de labels. J'arrive plus à suivre. Il y a 15-20 ans, je connaissais chaque structure, chaque personne dans les structures, chaque auteur, tout le monde. Maintenant, je ne connais plus personne, quoi. Je rentre dans une librairie, je vois 3-4 nouveaux éditeurs. Je ne sais pas si c'est des indépendants, si c'est des niches faites par des gros. Enfin, la confusion est absolument totale, quoi. Alors, comment se positionner aujourd'hui là-dedans? Je me le demande. C'est devenu compliqué. Il n'est pas là, Daniel Latrabille, mais il en parle assez bien. Il dit qu'il doit sans arrêt aller plus loin, enfin rester aux marges, ça veut dire aller toujours plus loin dans l'expérimentation, dans la recherche, et puis produire des choses qui sont toujours plus des ovnis, et du coup ça a un impact forcément sur son fonctionnement économique. Oui, je suis tout à fait. Il y a 15 ans, il m'avait rayonné en me disant quoi, des subventions? Non mais jamais. Et puis maintenant, il en a besoin. Oui, ce qui n'est pas un problème. Je suis tout à fait de cet avis. Quand on est copié, par exemple, il faut passer à autre chose, quoi. Il faut chercher quelque chose de nouveau autrement. On a été copié, tant pis, quoi. Il faut prouver qu'on est capable d'avoir d'autres idées. Finalement, les copieurs ne sont pas enviés. Hein. S'ils copient, c'est qu'ils n'ont pas des idées, donc il faut partir, quoi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, j'aimerais savoir si votre expérience d'éditeur a des fois participé à vos projets en tant que créateur, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'envie d'un format, d'un grammage de papier a initié d'une certaine manière la forme, pas le fond plutôt. C'est plutôt l'inverse qui s'est produit avec la collection RVB, c'est que j'avais envie de faire de la bande dessinée numérique et du coup la collection RVB je l'ai imaginée et créée pour pouvoir faire de la bande dessinée numérique. Moi, ça fait vraiment un tout maintenant, quoi. Je ne peux plus imaginer faire un livre, par exemple, sans avoir déjà une idée préconçue de
du format, du papier, de la reliure. Donc forcément, si c'est un autre éditeur, je vais devoir lui exposer comment je vois la chose pour tomber d'accord avec lui. Oui, le dernier ouvrage que j'ai fait, qui était à la fois de moi auteur et en tant qu'éditeur, ça s'appelait Métamune. Et c'est une performance à la fois d'auteur et d'éditeur, dans le sens où c'est un ouvrage composé d'ouvrages, c'est-à-dire une reliure de magazines, tel que j'adorais le vivre avec les reliures du journal Spirou quand j'étais gamin, par exemple. Bon, il se trouve que Spirou c'était des invendus, Spirou était hebdomadaire, donc il était dans les kiosques. Les numéros invendus font l'objet d'une reliure, il y a une douzaine de numéros. Et moi j'ai grandi avec ça, j'avais envie de faire l'équivalent. Et donc j'ai demandé à l'imprimeur de fabriquer 5 magazines différents, agrafés, et ensuite de les relier sous une présentation cartonnée. Mais ils n'existent pas séparément? Non, ils n'ont jamais existé. Et donc il y a... T'en as pas gardé Si, il y en a quelques-uns, mais ils n'étaient pas dans le commerce. Mais donc il y a un côté canular, c'est-à-dire il y a une fausse date, ça commence au numéro 111, ça finit au numéro 116. Bon. Il y a des fausses rubriques, il y a un faux dépôt légal, tout ça. Bon, il y a des couvertures quadrilles, intérieur noir et blanc, agrafé. Bon, c'est la première fois que l'imprimeur reliait ensemble des choses agrafées. Personne n'avait jamais fait ça. Bon, voilà. Et je me suis fait donc ce plaisir d'auteur-éditeur, là pour le coup, les deux étaient contents, mais finalement l'auteur n'était pas si content que ça de l'éditeur, parce que ça a été très mal vendu, comme au niveau de l'argumentation, parce que j'avais déjà fait quelque chose qui s'appelait la même chose avant, en fait, qui s'appelait déjà Mune Comics, et puis finalement tout le monde a cru que c'était la même chose, quoi. Et, bon. Alors, à part les lecteurs qui me connaissent bien, qui ouvrent, qui disent « Ah tiens, c'est nouveau », sinon, on se dit « Bon, mais ça a l'air d'avoir déjà existé, ça doit être de la réimpression, je sais pas, enfin bon. » Et le diffuseur a très mal vendu aussi, donc du coup, ce livre est complètement passé inaperçu à cause du fait que j'ai voulu faire le malin, quoi. Et du coup, le toi éditeur aurait dû dire au toi auteur « Ah non, non, on peut pas appeler ça Métamune, il faut trouver un autre nom ». Oui, ou alors simplement, bah non, c'est une mauvaise idée, quoi. Ça, non seulement ça coûte cher, mais en plus, on va pas en vendre. Hein. Ah, il est bien. Et la boucle est bouclée, parce que finalement, ça ressemble beaucoup à ta démarche à 6 ans d'inventer des noms et d'inventer des numéros, et on est dans une sorte de redite quelques années plus tard. Oui, parce que mon tout premier livre publié était déjà un recueil de fanzines, mais qui, eux, avaient eu une existence préalable. Donc, oui. Mais ça n'a pas été mon dernier livre, j'en ai fait d'autres après. Alors on ne restera pas là-dessus. Une toute dernière question. Une avant-dernière question. Ouais, une toute avant-dernière question. Non. Alors on n'aura pas non plus de dernière question. Je vous remercie à tous d'avoir été là, et puis je vous remercie, Jean-Christophe et Yanis, d'être venus discuter de tout ça. Clément, tu fais ça très bien, tu sais.